Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct, et nous sommes le lundi 10 mars, il est 14h12. Les futurs américains sont dans le rouge, en Europe on baisse un peu aussi en ce début de semaine. Pourtant, les signes en fin de semaine dernière laissaient envisager un rebond. On va aller vérifier, regarder les niveaux techniques et les configurations sur les grands indices. On ira avoir quelques small caps aussi qui restent intéressantes, petites et moyennes capitalisations qui restent intéressantes. Et puis, on ira faire un tour du côté du Brent qui donne des signes de fragilité depuis quelques jours. Et on se penchera sur le secteur du luxe qui globalement a un peu de mal ces derniers temps. Le CAC Small continue à surperformer. Et puis, on fera un tour de quelques indices comme d'habitude, de nos grands indices comme d'habitude. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a fait un record de vues sur la vidéo de lundi dernier. Je vous en remercie. Bien, écoutez, tant mieux, je suis ravi que ce contenu vous plaise. Le scénario qu'on envisageait se met un peu effectivement en place. Donc pour ce début de semaine, du côté des marchés dérivés, on a un intérêt qui est assez modeste. On a, je reprends les chiffres exacts pour vous donner des éléments précis. On n'a pas eu de pression baissière au cours de la baisse de vendredi. Le CAC a perdu 0,94%, le nombre de contrats futurs a diminué de 4%. Donc il y a quand même une prise de bénéfice de la part des acheteurs, mais pas de pression baissière à ce stade. Il y avait déjà un peu de prise de bénéfice jeudi, donc on est un petit peu en situation d'attente. On n'a pas un momentum très fort sur les indices, c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Même en Europe, même si les indices européens surperforment, alors évidemment le DAX oui, mais c'est surtout sur certains titres que les investissements se portent pour l'instant. On a une configuration qui est quand même assez dégradée aux États-Unis en contrepartie, hein, on l'a largement évoqué, donc prudence. Sur l'Eurostoxx, bien on a baissé de 0,94% et on a perdu un 98% de position ouverte. On est quand même à 2 millions, un peu moins de 2 200 000 contrats futurs, et la hausse de jeudi s'était faite avec un petit soutien, timide soutien acheteur, mais en tout cas pas de pression baissière à ce stade toujours. Donc on reste avec un solde acheteur en Europe, mais pas de pression baissière quand on retrace. Le solde est modeste, mais c'est dans le sens de la tendance haussière, même si pour l'instant on cale un peu depuis quelques jours sur ces grands indices. On va aller le voir, notamment une couverture en nuage noir sur le DAX qui incite un peu à la prudence. Sur les indices américains, eh bien, l'élément intéressant, c'est que le rebond, le contre-pied de vendredi, a permis de voir un tout petit peu d'intérêt dans le sens de la tendance. Mais globalement, sur la semaine, on a vu, sur la semaine dernière, on a vu l'augmentation une baisse de 3,10% du S&P et au même moment 2,5% de hausse de la position ouverte sur les futurs S&P, mini S&P. Donc il y a eu un peu de pression baissière au cours de cette semaine, sauf que vendredi soir, eh bien, on a eu un contre-pied et une légère hausse de la position ouverte en même temps. Donc peut-être un petit contre-pied acheteur à surveiller, même si pour l'instant sur les futurs, ça n'est pas flagrant effectivement, parce que les futurs américains sont assez en baisse, mais proches de leur point bas de vendredi dernier. Beaucoup de yo-yo, beaucoup de spéculation dans ces marchés. Donc si on regarde la photographie globale, c'est pas très engageant, il faut être prudent. Maintenant à court terme, on peut alimenter ce fameux rebond du chat mort, le dead cat bounce, qui est très connu des marchés, c'est-à-dire que encore une fois, dans cette phase de distribution, les vendeurs mettent la pression et puis d'un coup, ils enlèvent, ils vident les carnets, et là, ça permet aux acheteurs, aux mains faibles, eh bien d'alimenter des rebonds qui semblent importants, qui semblent solides, mais dont les volumes vont être vraiment déterminants. C'est vraiment ce qu'il va falloir regarder dans les jours à venir. L'intérêt sur les marchés dérivés et les volumes pour voir ce qui accompagne ou non ces mouvements de rebond. Si les mouvements de rebond se mettent en place, il se peut qu'on aille tout de suite à la baisse. Effectivement. Du côté des couvertures dans les portefeuilles, bien justement, on est très couvert sur le S&P. Cette fois-ci, on a un record d'options de vente, donc d'achat de put qui sont rentrés dans les portefeuilles au cours de la semaine dernière. La volatilité se tend et donc on a des opérateurs qui sont quand même très prudents, très vigilants, alors qu'on teste des niveaux d'alerte de moyen terme. Ça ne veut pas dire que ça empêchera le mouvement baissier de se mettre en place, mais c'est ce qui le limite aussi, ce qui limite l'accélération et ce qui peut être source de contre-pied. Encore une fois, il ne faut pas être systématiquement contrariant, mais on va voir quelques éléments graphiques qui nous indiquent ça. En Europe, c'est différent. Le ratio de couverture reste hyper complaisant à Paris, très optimiste. Pas hyper, il est plus hyper complaisant comme il l'était, mais il reste quand même très optimiste. On est sous les niveaux de moyens d'optimisme. C'est 0,80 quand on devient 1. Je rappelle que 1, on est à l'équilibre. 0,80 on est optimiste et sous 0,80 c'est très optimiste, on est sous 0,80 donc attention, pas de protection dans les portefeuilles à ce stade et on est toujours bloqué dans notre range à Paris. Du côté du calendrier pour la semaine à venir, on a quelques rendez-vous importants. Évidemment, du côté des indices à Wall Street, alors
mardi, ce sera le rapport Jolts de l'emploi américain, c'est un rapport privé, c'est moins important que celui qu'on a connu la semaine dernière. Mercredi, le grand rendez-vous de la semaine, les chiffres d'inflation américaine qui seront à surveiller. Et puis jeudi, les prix à la production, autre chiffre d'inflation un peu moins important, mais à surveiller aussi. Du côté des publications, ben, on aura deux grosses publications, c'est Oracle et Adobe cette semaine pour les indices américains. En France, ben, on aura quand même quelques belles publications microéconomiques à Paris, mais des petites entreprises, enfin pas les majeures du CAC, on aura Mersen, Jacques Metal par exemple, Sword dans les belles entreprises, on aura Ruby à surveiller. Qu'est-ce que je vois d'autre dans les valeurs? Ouais, après des plus petites capitalisations. Du côté des publications macro de cette semaine à Paris, je vous demande une seconde, j'ai fait un petit, voilà, une petite mise à jour. On aura dans le courant de la semaine à Paris, enfin en Europe plutôt, quelques publications à surveiller. Pardonnez-moi, voilà. Donc, discours de Christine Lagarde mercredi, important en fin de journée. Et puis vendredi, voilà, on terminera par des chiffres d'inflation en Allemagne et en France, l'indice des prix à la consommation. Donc, pas des rendez-vous majeurs pour l'Europe. Le discours de Christine Lagarde, évidemment, sera surveillé mercredi soir. Et pour le reste, c'est surtout le gros chiffre d'inflation américain qu'on va devoir regarder cette semaine. Alors, on va aller voir tout de suite nos graphiques et on va commencer, comme toujours, par le S&P 500 en hebdomadaire. Regardez le S&P, où est-ce qu'il a clôturé vendredi soir? À 5770,20, notre niveau de support, hein, ce niveau clé, ce niveau charnière qu'on avait testé au mois de janvier dernier, qu'on avait préservé pour alimenter un rebond. Cette fausse sortie du trading range 5770, 6101, le plafond de verre a débordé la zone 6101, 6149, et puis ben, vendredi, malgré l'accélération baissière, on réintègre ce niveau en clôture. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est en journalier, on a cette pénétrante haussière, c'est l'inverse de la couverture en nuage noir. Pour les chartistes, on en verra une après sur le DAX. Donc, est-ce qu'on ne va pas assister à un regain d'intérêt sur les marchés américains et au contraire une petite consolidation en Europe, pourquoi pas. En tout cas, ces deux bougies configurées de cette façon-là, avec l'ouverture vendredi plus bas que le jour précédent, donc la bougie de jeudi, et on clôture finalement au-delà de la médiane de la bougie de jeudi. Donc c'est une pénétrante et ça c'est en général un élément intéressant pour un rebond, d'autant plus qu'on a préservé, en tout cas on s'est arrêté pile sur ce niveau de support. Alors ça pouvait n'être qu'un pullback pour repartir ensuite à la baisse, hein, c'était évidemment un scénario envisagé. Dans ce cas-là, la cible suivante, c'est 5441, niveau élément qu'on avait bien envisagé ensemble. Ceci dit, le rebond s'est formé avec des volumes et des volumes plus importants que les jours précédents. Donc vraiment, pour moi, en demi-teinte, même si pour l'instant, les futurs vont ouvrir assez nettement en dessous, puisque si on regarde à cette heure, le S&P, pardonnez-moi, 5685 points. Donc on est dans la zone testée vendredi. Donc encore une fois, prudence, mais ce signe intéressant de divergence, cette extrême couverture dans les portefeuilles, niveau qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, encore une fois, pour alimenter un rebond. Alors un rebond du chat mort, hein, on peut aller rebondir, aller rechercher ce premier niveau de résistance, c'est là où il va falloir monitorer le marché. Est-ce qu'on rebondit? Et si oui, est-ce qu'on va aller chercher 5864? 5969, c'est le milieu de la zone 5770, 6101. Donc peut-être rebondir jusqu'à ces niveaux-là et voir dans quelle proportion les volumes se mettent en place. Est-ce que les marchés stabilisent? Ou alors est-ce qu'on ouvre tout de suite en baisse aujourd'hui, franchement, sans contre-pied, comme le marché a l'habitude de le faire ces derniers temps, et on va chercher 5648 et les extensions, la zone 5441, 5500. Alors le problème, si on fait ça, c'est qu'on rompt franchement avec la tendance haussière de moyen terme. On passe en tendance baissière de moyen terme. Je me mets en hebdomadaire. Et là où je vous ai indiqué les niveaux et les niveaux d'alerte. Donc alerte de moyen terme testée. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher l'alerte de long terme qui est située bien, entre 5258 et puis la borne basse du canal haussier de long terme au sein duquel on évolue sur le S&P. Pour le mois en cours, bon, c'est assez bas, hein, ça donnerait 4960. Mais en tout cas, cette zone 5258, pourquoi pas, avec une rupture de cette zone clé et des supports intermédiaires, hein, ici probablement autour de 5500 points,
et probablement encore ici autour de 5400, mais les zones cibles 5258 points, et donc une vraie mise en place de la phase de distribution, hein. On l'évoque depuis des mois, cette phase de distribution, j'en avais un support, une résistance ici, cette phase de distribution, hein, je le rappelle, après des éléments qu'on avait largement évoqués ensemble, phase d'accumulation en 2022, scepticisme et rebond en 2022, scepticisme et rebond en octobre 2023, et puis l'accélération haussière, et pour moi, le début, la pénétration en phase d'euphorie, avec ces mèches, ces bougies de rejet qu'on évoque depuis quelques temps ensemble. Donc évidemment, un marché qui a l'air de consolider, mais encore une fois, des rebonds possibles, de la formation de structure de retournement, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on est entre deux eaux et l'accélération baissière ne s'est pas produite. On voit cette grande mèche pour l'instant en mensuel qui indique qu'on a préservé ce niveau clé. On va aller voir le Nasdaq tout de suite. Nasdaq 100, eh bien, en hebdo, alors j'avais supprimé le canal haussier de long terme, mais on voit bien, grâce aux petites ellipses, les différents points bas de la ligne de tendance haussière de long terme touchés. On a flirté avec ce niveau-là vendredi, mais on n'a pas enfoncé pour l'instant. On a même rebondi et réagi un peu dessus. Ça permet de ce canal en mensuel. Alors je l'ai ajuster la borne haute. Bon, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Ce qui est intéressant, c'est pour l'instant la borne basse. Et on voit qu'on a testé, mais préservé 19 890. Je vous invite à reprendre l'article que j'ai publié sur le Nasdaq pour Bourse Direct sur le site boursedirect.fr avec donc ces scénarios possibles. Si on rompait 19 890, on est en train sur les futurs de tester ce niveau à l'instant même. Si on rompait ce niveau, eh bien, un risque d'accélération baissier immédiat mais moins marqué, c'est-à-dire qu'on dupliquerait le range dans lequel on se situe pour l'instant par le bas pour aller chercher 18 400 points du premier niveau de support. Si en revanche on rebondit, qu'on avait formé ce rebond du chat mort, eh bien, on est toujours dans cette configuration qu'on a évoquée ensemble avec donc un triangle inversé, borne haute, basse, et puis un cinquième rebond éventuel avant d'aller former la vague 6 de baisse qui, dans ce cas-là, est beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus violente. Or, bien, j'avais comme zone cible dans ce cas-là, eh bien, des niveaux situés entre 15 100 et 16 400 points. Ce serait beaucoup plus violent, alors que si on continue à baisser immédiatement, le mouvement de baisse pourrait être plus marqué. On voit que ce niveau n'a pas été clôturé, rompu en clôture hebdomadaire. 19 890, c'est vraiment maintenant le seuil à préserver absolument sur le Nasdaq. Alors, du côté du VIX, ça reste tendu, ça confirme hein, le mouvement de stress global qu'on pressent depuis quelques temps. Donc on peut accélérer encore hein, sur la volatilité, et bien entendu, on est en hausse nette hein, avec une VIX qui s'installe aux alentours des 26. On est en zone d'alerte, on accélère sur la volatilité et ce début de semaine le confirme. Le VIX a quand même pris 20% la semaine dernière et qui n'est plus, donc ce qui est sorti cette fois-ci franchement de sa zone de vigilance. Le niveau de 23,35 est débordé, on est en zone d'alerte. Encore une fois, rien n'indique que ça s'invalide dans l'immédiat, hein, c'est une possibilité de contre-pied qu'on va bien pouvoir déterminer assez rapidement. Peut-être les chiffres d'inflation de cette semaine permettront de nous en dire plus, mais en tout cas, les opérateurs sont prévenus sur les indices américains et tendus pour l'instant. On est passé sur l'Eurostoxx graphique hebdomadaire, on a buté contre le niveau de 5544. Là aussi, des mèches de rejet, d'indécision. Hein, quand on regarde les 4 dernières semaines sur l'Eurostoxx, eh bien, c'est vraiment en consolidation au mieux, avec le grand doji de la semaine du 3 mars. Le début de semaine eh bien, est lourd, hein, puisqu'on n'arrive pas à préserver ce niveau de 5424. Pour l'instant, on continue cette consolidation et un peu de désorientation aussi. On peut voir d'ailleurs, si on zoome en court terme, à court terme, un triangle inversé. Celui-là est beaucoup plus petit que celui du Nasdaq, mais peut se terminer par un mouvement de baisse un peu marqué. Vague 1, 2, 3, 4, 5, on serait dans la sixième, donc pourquoi pas un mouvement de baisse. C'est surtout donc 5424 en clôture quotidienne avec un risque à 5000, une cible pardon, à 5325. Si on rompt ce niveau-là, eh bien c'est un range plus bas qu'on s'installerait pour aller chercher une zone située entre 5100 et 5086 sur l'Eurostoxx, pour à ce stade une consolidation. Si on rompait donc ce niveau de 5325, ce serait plus gênant, on invaliderait une bonne partie de la hausse formée depuis quelques semaines maintenant, donc prudence quand même, bien entendu, toujours sur les indices, même si, encore une fois, le jeu du contre-pied est assez fréquent en ce moment. Sur le DAX,
qu'on a ici en journalier. Je vais commencer par la photographie hebdomadaire. On a formé la semaine dernière une couverture en nuage noir, c'est l'inverse de la pénétrante haussière. On a ouvert au-dessus de la bougie de la semaine précédente, donc de la bougie du 3 mars. On a ouvert la semaine dernière bien au-dessus et on clôture en dessous nettement de la médiane de la bougie précédente. Donc couverture en nuage noir, c'est pas un bon signal en haut de marché. On en a déjà connu des mouvements un peu similaires, sauf qu'on n'avait pas clôturé sous la médiane. Ça n'avait pas entraîné à lui seul un mouvement de baisse, mais au moins un mouvement de pause possible contre des niveaux clés. Et on voit qu'on manquait un peu de momentum malgré l'énorme plan de relance et la gigantesque surperformance des dernières semaines. On entame cette semaine, quand on regarde le DAX en journalier, eh bien sous ce niveau de 23 200 points, on rompt 22 800, donc la cible légitime c'est 22 514. On reste à ce stade en situation de pause, et c'est la rupture de 22 194 qui pour moi serait plus gênante, là où on invaliderait le mouvement haussier un peu franchement, avec dans ce cas-là bien la duplication du dernier range au moins, c'est-à-dire d'aller chercher une zone cible autour de 21 512 points. Ça permettrait de combler quelques-uns des 5 ou 6 gaps, 1, 2, 3, 4, 5 gaps laissés ouverts sur le DAX encore, puisque celui-là est toujours resté incomblé. Donc, phase de consolidation possible aussi. Reste que les volumes dans les mouvements de baisse ont été moins importants pour l'instant que dans ceux de hausse. Ça n'est qu'une pause dans l'immédiat, même si ça peut aller plus loin, et même si on a rompu la ligne de tendance haussière depuis quelques jours maintenant, on s'articule autour. On n'a plus le même momentum, donc la dynamique en journalier est rompue sur le DAX. À Paris, on va aller voir notre futur CAC 40 qui est toujours dans sa zone de congestion. La fausse sortie de la semaine dernière ne donne pas un excellent signal. Par deux fois, on a tenté de déborder ce niveau du 1238, deux invalidations un peu marquées. On préservait la médiane du range de la semaine dernière. Aujourd'hui, eh bien, on est un peu en dessous. 8112, c'est maintenant le plafond de verre. L'alerte intraday, puisque c'était ce niveau-là, le dernier niveau à préserver, eh bien, est rompu. Donc, pour l'instant, mais la borne basse du range du 1032, pour l'instant, est préservée. C'est ce niveau-là qui sera notre alerte de court terme pour rallier en cas de rupture un niveau situé entre 7782 et 7825 points. Le scénario est tout à fait possible dans l'immédiat et compte tenu des configurations de pause au moins qu'on enregistre sur les indices européens. Donc toujours notre range 8032, 8238, je ne le change pas pour l'instant, même si on a eu des extensions. On peut aussi y voir une forme de désorientation avec des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus haut, sauf qu'on a fait, il n'y a pas une harmonie aussi intéressante que sur une disharmonie plutôt, puisque c'est le cas en l'occurrence, aussi intéressante que sur l'Eurostoxx ou le DAX, qui sont des figures plus nettes, mais effectivement, on a toujours ce manque de momentum, et même si l'intérêt reste mollement acheteur, on a quand même aussi cette possibilité de structure en triangle inversé, sauf qu'on n'est pas tout en haut de marché. Alors, on est en haut d'un rebond, mais on est sur des tops historiques du CAC. On n'a pas les mêmes, à mon avis, pression baissière à envisager, et même peut-être la possibilité d'un rebond. Encore une fois, ce niveau de 8112 est important en intraday, et puis 8183 à réintégrer pour repartir à la hausse. Pour l'instant, c'est toujours une situation de range, même s'il y a un peu de volatilité et de désorientation à court terme. Quelques titres qui peuvent être intéressants à regarder. Alors, ça a bougé depuis que j'ai fait mon point. On a en mensuel. Un titre qui a réagi un peu ce matin, c'est Nacon. Alors c'est vraiment, encore une fois, très spéculatif, un titre qui revient de très bas, hein, qui a beaucoup consolidé, qui s'inscrit au sein d'un grand biseau baissier que vous avez en noir ici. On est en mensuel sur Nacon. Donc testé une fois, deux fois, trois, et deux fois ici en bas, une fois, deux fois en haut. Donc à confirmer encore, mais le niveau de 0,4890 a été préservé. On va aller voir en hebdomadaire ce que ça donne. Nacon qui a préservé par deux fois, je vais enlever la ligne de tendance haussière testée pour mieux voir le dessin, on a préservé par deux fois ce niveau de 0,4890, je pourrais le réajuster un peu pour aller chercher, voilà, ce niveau de 0,5 en fait, et on aurait peut-être, on assisterait peut-être à un double bottom sur ce titre très en retard, encore une fois, dossier hyper spéculatif. On a eu un petit gap de rupture qui reste en ce début de semaine, qui reste préservé pour l'instant, mais le débordement, enfin le fait de rallier 0,7780 permettrait donc de former ce double bottom et d'aller
dupliquer ce mouvement par le haut pour avoir en mire un niveau cible situé entre 1,056 et 1,086, donc une vraie recovery. Ça permettrait de sortir du biseau baissier, donc d'envisager un mouvement de reprise haussière. Il y a quand même eu du volume depuis 2 jours sur le titre, donc intéressant à surveiller, puisqu'en journalier, même la journée de vendredi a été haussière avec un volume assez marqué. Donc des petits mouvements intéressants à surveiller. Voilà pour Nacon. Un autre titre, alors cette fois aussi extrêmement spéculatif. Nextedia, une recovery possible aussi, hein. Je cherche des titres qui sont pas trop en avance parce qu'il y a beaucoup de petits témoins de capitalisation intéressantes, mais elles ont déjà beaucoup payé, difficile de rentrer maintenant, sauf sous forme de panier comme on l'avait regardé avec un ETF. Mais là, on est bloqué sur Nextedia entre 0,4119 et 0,419 et 0,49, et on a peut-être une structure de retournement en tas-séance qui se met en place sur Nextedia. Encore une fois, un dossier spéculatif, 48 centimes pour le titre, mais c'est dans la cybersécurité, c'est pour l'instant un secteur, la sécurité d'une façon générale, la cybersécurité a un peu moins le vent en poupe, mais peut-être une recovery à surveiller, d'autant plus qu'on a eu un peu de volume au cours des derniers jours, un titre qui prend déjà 5%, mais le débordement de 0,49 lui permettra d'aller chercher 0,632. Attention à beaucoup de volatilité sur le titre, on voit cette mèche au cours de la semaine du 10 février, on a accéléré pour rebaisser ensuite, mais la structure graphique est propre et cette fois-ci on l'a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en point bas, et bien ici, l'oblique baissière est bien identifiée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois ici. Donc on est bien dans cette structure de biseau. Ça pourrait alimenter un rebond, encore une fois, pour aller chercher au moins ce niveau-là. Si on en sort, c'est 0,766 la cible suivante. Donc encore une fois, des dossiers spéculatifs à prendre avec des pincettes, mais des recoveries possibles. Veralia, qui fait l'objet d'une OPA à 31, ça semble, compte tenu de l'historique du titre, pas un niveau d'offre qui satisfasse pleinement les opérateurs, mais le titre ouvre en hausse pour aller se rapprocher du niveau de l'offre. Manifestement, c'est une offre un peu basse, d'après ce que les experts peuvent en juger. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais en tout cas, voilà les niveaux à surveiller d'extension. Veralia, si on la regarde en mensuel, c'est un titre qui a donc préservé ce gros niveau de support de 22,58 récemment, a réintégré 25 et qui est peut-être en train de former une structure de tasse et anse avec donc du potentiel aussi un peu plus intéressant. Le titre voilà, ouvre en tout cas en gap haussier au-delà de 28,92, cible ensuite 31,16, 32,88. Peut-être une offre complémentaire sur le titre, pas un momentum énorme sur Veralia, mais un dossier à surveiller. Un dossier qui m'intéresse et qui a déjà un parcours intéressant depuis ce matin, quand on surveillait, on avait parlé de chargeur ensemble déjà il y a quelques temps, en disant qu'on surveillait chargeur et une recovery possible. Chargeur, on va se positionner en mensuel. Voilà, chargeur qui a débordé cette oblique baissière, hein, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au moins, et qui eh bien, s'était arrêté le mois dernier contre cette oblique. Et bien ce mois-ci, on déborde ce niveau, et quand on zoome en hebdomadaire, on voit qu'on ouvre en gap haussier cette semaine, donc un gap hebdomadaire, toujours un signal important, un gap de rupture peut-être avec la tendance précédente. On a déjà été testé 13,02, un statique qui prend déjà 8% aujourd'hui. Malheureusement, le marché a déjà un peu anticipé, et donc au débordement de 13,02, on pourra aller rallier ce niveau de résistance, dupliquer le range 9, 20, 13,02 par le haut, je l'ai déjà fait pour vous ce matin, c'est 16,84. En plus, on a une configuration intéressante, mais qui est déjà en partie très nettement consommée. C'était un petit fanion, on va le voir ici, toujours intéressant, même si c'est rétrospectif. Mais voilà, cette accélération haussière avec le mât ici du fanion, une figure extrêmement fiable, et accélération haussière, inscription dans ce petit fanion, et puis débordement en gap en ce début de semaine du fanion, et donc bien la cible légitime, c'est d'aller dupliquer le mât par le haut au moment de la sortie. Alors on est déjà proche de la cible idéale du mouvement, puisqu'elle se situe aux alentours de 13,24, mais ce qui est intéressant, c'est que si on va chercher cette cible à 13,24, mais on déborde cette résistance à 13,02, qui est importante pour le titre, et donc on peut peut-être réactiver une dynamique haussière en panne depuis des semaines pour chargeur, donc à surveiller. Du côté des autres valeurs, je voulais vous montrer AMD, on en a parlé plusieurs fois, je vous
vous invitais à rester à l'écart, hein. On était sorti de ce grand triangle symétrique par le bas au mois d'octobre dernier. Le mouvement est très propre, très régulier dans un canal baissier. On pourrait le tracer, hein, probablement. Il est très net. Ici, AMD, voilà, hein, sous une ligne de tendance baissière. Je ne vais pas tracer le canal tout de suite, c'est pas important. Mais la rupture du triangle nous donnait comme cible ce niveau situé entre 92 et 94. On s'en approche. Beaucoup de résistance, hein, pour le titre que j'ai pas modifié. Et tous ces niveaux-là sont évidemment à repositionner en rouge. Réactivation haussière, on en est loin maintenant. Pour réactiver la dynamique haussière, il faudrait cette fois repasser l'oblique baissière qui est bien identifiée par les opérateurs, hein, puisqu'on traite vraiment parfaitement ce niveau et on l'a testé plusieurs fois, des rejets systématiques contre ce niveau, mais on préserve ce niveau de support 94, 98, 60 qui est un niveau de très long terme. On n'est pas tout à fait allé chercher la cible encore une fois, donc attention à des petits risques baissiers complémentaires, mais pour un point d'entrée de long terme, c'est peut-être pas incroyable d'aller regarder ce qu'il en est pour AMD que vous avez donc ici en graphique hebdomadaire et une recovery possible intéressante sur ce titre, si on le regarde en journalier, un niveau préservé depuis quelques jours, avec cette oblique baissière bien identifié, ce canal baissier qu'on avait tracé en journalier, donc un titre qui est peut-être en recovery à surveiller. On va aller jeter un œil du côté du Brent. Brent, on avait dit un risque baissier, hein, la semaine dernière, on l'avait détecté ensemble, je vais le mettre en hebdomadaire. Le Brent qui évolue, alors ma borne haute est à ajuster, j'ai dû la remodifier avec vous, mais pour l'instant c'est pas de la borne haute dont il s'agit, donc c'est pas très grave. Voilà, au sein d'un triangle symétrique, on a testé plusieurs fois la borne basse, retesté la borne haute, et puis on a rompu cette borne basse en clôture hebdomadaire la semaine dernière assez nettement. On est allé s'appuyer sur un niveau support à 68,25, je l'ai réajusté un petit peu. Le risque, eh bien, c'est que le Brent continue son mouvement baissier sous 68,25 pour aller chercher un niveau situé entre 51,40 et 52,10. Le mouvement de hausse léger qu'on enregistre sur le Brent, il a déjà invalidé, il est à l'équilibre, eh bien, pourrait former un pullback pour aller repartir à la baisse, mais attention, on a quand même rompu ce niveau de cette ligne de tendance haussière qu'on avait bien testé par le passé. Donc attention à des risques d'accélération sur le Brent. Le COMO, l'ETF panier de matières premières, eh bien, est toujours en consolidation sous sa résistance à 25-26. On a préservé un niveau intermédiaire à 24,03, même si le panier de matières premières rebondit un petit peu aujourd'hui. Attention, ça peut être un mouvement de consolidation un peu plus appuyé, mais à moyen long terme, je considère toujours que c'est un arbitrage excellent dans ces marchés, d'autant plus qu'on a des chiffres d'inflation cette semaine, donc à surveiller. Je voulais faire un tour sur notre indice CAC Small. CAC Small qui est en surperformance depuis le début de l'année maintenant, puisqu'il est en hausse de sur un an, je ne vais pas vous dire de bêtises, en hausse de 11,94% sur l'année. Le CAC Small, hein, qui est mal nommé, qui en fait regroupe les moyennes capitalisations françaises, eh bien, est toujours installé au-delà de son niveau à 11 860, donc un petit peu de flottement aujourd'hui dans un marché qui était un peu en demi-teinte, mais un indice qui est en train de reprendre des couleurs. Et vous savez que pour le travailler, on avait choisi cet ETF, alors qui n'est pas la même composition exactement, hein, le MMS. Pareil, toujours bien qu'en petit repli aujourd'hui d'1%, toujours au-delà de son niveau de support à 361,40. Donc encore une fois, des extensions possibles en direction de 380, 389. Toujours intéressant à surveiller. Un secteur qu'on avait regardé ensemble, et je voulais vous le montrer la semaine dernière, j'ai oublié de le faire dans la vidéo, mais on va pouvoir le regarder maintenant, c'est le secteur du luxe. On a un panier Amundi Global Luxe, qui permet de voir que bien on avait cette sortie qu'on avait envisagée ensemble, hein, au mois de janvier, et puis réintégration, cette fausse sortie, elle ne donne pas un bon signal, bien entendu, pour le secteur du luxe, qui, dans son ensemble, sous-performe nettement, hein. On voit des titres comme LVMH, qui n'a pas la faveur des gros acteurs du marché, hein. LVMH qui est lourd depuis quelques semaines maintenant, et qui, eh bien, reste inscrit
au-delà de son ancienne canal haussier de long terme, mais au-delà de support majeur, mais qui a une configuration toujours de stabilisation, de latéralisation, et non plus un mouvement aussi intéressant. Euh, on a des titres comme L'Oréal, en revanche, qui se comporte un petit peu mieux toujours. L'Oréal qui pourrait former cette séance importante et aller activer une dynamique haussière un peu plus marquée. Euh, voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. Donc prudence sur les marchés. J'envisage un petit rebond, mais qui serait un rebond technique, un rebond du chat mort, même si les futurs sont mal orientés. Donc peut-être je vais avoir tort assez rapidement, mais vous avez les niveaux techniques. Tant qu'on est sous 19 890 sur le Nasdaq 100, les risques d'accélération baissière sont complémentaires. 5 770 sur le S&P, c'est le niveau pivot. Pour l'instant, les futurs veulent ouvrir en dessous. On va voir ce qu'ils vont faire pour cette première séance de la semaine. Encore une fois, avec la main au vendeur, clairement, mais des mouvements de contre-pied liés aux éléments qu'on a regardés et les éléments techniques qu'on a regardés ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette vidéo.